J'imagine que vous affrontez vaillamment la saison des microbes entre toux sèche et fatigue tenace. Cela dit, même enrhumé jusqu'aux sourcils, on ne va pas suspendre notre mission sacrée lever le voile sur ce que d'autres voudraient dissimuler. Car notre rôle, c'est de mettre en lumière avec rigueur et audace les secrets bien enfouis des grandes affaires qui font trembler les colonnes de l'actualité en Algérie. Hier soir, vous avez littéralement pris d'assaut notre émission et on vous comprend. Le sujet, un feuilleton politico-financier pas comme les autres, sobrement intitulé « Tebboune, la justice algérienne et les dessous d'une fortune nettoyée à l'eau de javel judiciaire ». Vous avez été un raz-de-marée à commenter, partager et surtout à vous gratter la tête face à tant de zones d'ombre. Et pour cause, cette saga familiale a retourné le monde feutré des palais de justice. Pourquoi ? Parce qu'elle ne ressemble à rien de ce qu'on a l'habitude de voir une vengeance judiciaire qui prend des airs de règlement de compte, menée avec un zèle si féroce qu'on se demande si ce n'est pas un script de série Netflix mal traduit. Tenez-vous bien, entre novembre et décembre 2025, dans deux cours de justice différentes, deux dossiers distincts, mais une seule et même cible, les membres d'une même famille, ont été passés au crible jugés comme s'ils étaient les protagonistes d'un grand complot national. Et puis est tombée la sentence, ce fameux 17 décembre 2025, dans l'enceinte feutrée du tribunal de Bir Mourad Raïs. Un verdict qui a laissé plus d'un observateur bouche bée, car tenez-vous bien, c'est toute une dynastie familiale qui a été envoyée directement derrière les barreaux, comme dans une purge ciblée sortie d'un roman noir judiciaire. En tête de liste, Ayoub Bessou, entrepreneur algérien dont la force de l'âge à peine la quarantaine passée. Difficile de dire s'il a 44 ou 45 ans, mais ce qui est sûr, c'est que lui, il a écopé de 20 ans de prison ferme. Oui, vous avez bien entendu, 2 décennies derrière les barreaux. Et ce n'est pas tout. Madame Yasmine Vizmel, son épouse, a elle aussi hérité d'un séjour prolongé en prison 15 ans, rien que ça. Quant aux frères d'Ayoub, 6 au total, une véritable fratrie d'affaires, ils n'ont pas été épargnés non plus. Chacun a reçu sa dose de condamnation variant entre 8 et 15 ans de prison ferme, selon l'humeur du juge peut-être. Et pour couronner le tout, même le beau-père d'Ayoub, autrement dit le père de Yasmine, s'est vu infliger 7 ans derrière les barreaux. Une famille au complet dans les geôles, ça ne s'invente pas. C'est au tribunal de Raï que le scandale a explosé comme une bombe médiatique. Pourquoi tant de bruit ? Parce que la justice algérienne a sorti l'artillerie lourde, selon elle, cette famille aurait orchestré une fraude immobilière à grande échelle, piégeant près de 70 personnes, oui, entre 68 et 69 victimes recensées, et détournant au passage pas moins de 7 millions de dollars. Le tout, bien sûr, pour alimenter le train de vie très confortable de la tribu Souai, version luxe et exil inclus. Hier, on a pris notre loupe journalistique et on a disséqué l'affaire dans tous les sens. Et ce qu'on a trouvé, c'est un festival d'anomalies des chiffres qui danse la salsa des contradictions à faire rougir un roman policier et une procédure qui semble sortie d'un mauvais scénario. On est en droit de se demander si la justice a vraiment fait ses devoirs. Prenez l'exemple de Madame Yasmine Willy, l'épouse d'Ayoub. La justice lui colle 15 ans de prison ferme et un mandat d'arrêt international. Mais devinez quoi ? Elle n'a jamais dirigé une seule entreprise du clan. Elle est juste actionnaire. Et être actionnaire, ce n'est pas être capitaine du navire. Elle n'a signé aucun chèque, n'a géré aucune opération, n'a détourné aucun centime. Alors pourquoi cette peine monumentale? Qui veut-on vraiment punir ici? Dans cette histoire, il y a un personnage central, un nom qui revient sans cesse, Ayoub Bessou. Le frère le plus médiatisé, le plus influent et surtout le plus fortuné. C'est lui qui, selon les rumeurs et les procès-verbaux, trône au sommet de l'empire familial. Si la richesse des Sioux devait se résumer à un seul nom, ce serait le sien. On a évoqué son parcours atypique, son profil de businessman, touche-à-tout ancien grand patron de Jail TV, une chaîne qu'il possédait, il s'est aventuré dans tous les secteurs qui brillent, l'agroalimentaire, la pharmacie et même l'industrie automobile, du temps où Bouteflika était encore sur le trône. Mais avant tout cela, c'est dans l'immobilier qu'il a fait ses premières armes, main dans la main avec ses frères, à travers une ribambelle de projets lancés ici et là, de Hydra à Cheraga, en passant par Coléa. Un vrai Monopoly grandeur nature.
Si vous avez manqué notre émission d'hier, vraiment allez la revoir. Longue certes, mais ô combien riche. On y a démonté pièce par pièce le mécanisme étrange qui relie les différends entre la famille Su et certains conseillers très bien placés d'Abdidoun à cette justice, qui comme par magie s'est soudainement déchaînée contre eux. Le tout avec une brutalité digne d'un procès politique. Ce qu'on a mis en lumière, c'est une impression persistante, dérangeante, même celle que la justice aurait peut-être été transformée en outil de représailles, utilisé pour démolir une famille qui aurait osé s'approcher trop près des nerfs du pouvoir. Et tenez-vous bien, à la suite de cette émission, nous avons réussi à joindre Ayoub Essou pour une courte conversation téléphonique. Oui, c'est bref, mais c'est déjà énorme. Je rappelle que je suis l'un des tout premiers journalistes à avoir levé le voile sur ces zones d'ombre. C'était à l'époque sur Algérie Part en 2017 et 2018, quand on révélait des pratiques que sans détour on qualifiait d'illégales. Les preuves, je vous les ai montrées hier, elles sont encore disponibles, noir sur blanc, sur notre page Facebook. Qu'on soit bien clair, je n'ai jamais été complice, ni de près ni de loin, avec Ayoub. Aucune indulgence, aucune complaisance, aucun clin d'œil discret en coulisses. Mon travail a toujours été celui d'un journaliste libre droit dans ses bottes, sans pactiser avec les intéressés. Mais voilà, en 2019, j'ai mis la main sur des infos lourdes. Je vous en ai parlé hier. Ayoub, à ce moment-là, faisait face à une véritable traque judiciaire et sécuritaire orchestrée par un général haut placé. Et pas pour rendre justice, non! Pour lui soutirer du fric, le racketter purement et simplement. C'est là que j'ai dit « stop ». Parce que tirer sur quelqu'un déjà à terre, ce n'est pas de l'investigation, c'est de la cruauté. Je n'allais pas participer à ce jeu malsain qui consiste à enfoncer un entrepreneur juste pour nourrir les bourreaux qui veulent en fait le faire taire, le ruiner ou le jeter en cellule. Depuis l'affaire d'Ayoub face à la justice algérienne, on la suit comme le fil rouge d'un thriller sans fin. 3 ans qu'on creuse, 3 ans qu'on cherche à obtenir une interview exclusive officielle face caméra. Et pendant 3 ans, Ayoub m'a juré qu'il parlerait, qu'il dévoilerait tout sans filtre, mais à une condition, attendre que le rideau tombe, que tous les procès soient terminés. Et ce moment, il est arrivé. C'est ce qu'il m'avait promis et aujourd'hui nous y sommes. Les procès sont terminés, les jugements sont tombés comme des couperets, et autant vous dire qu'ils n'ont pas fait dans la dentelle. Ayoub et ses frères, eux, ont été servis blanchiment d'argent en bande organisée, escroquerie immobilière, transfert illégal de devises, financement occulte de partis politiques. Rien que ça. Pour la justice algérienne, ce clan, c'est carrément une version locale des Corléones. Oui, on ne parle plus d'une simple famille, mais d'une familia façon Escobar El Chapo ou les Al Capone version Sahara. Hier, j'ai enfin pu m'entretenir avec lui. Une vraie conversation. Et je l'ai confronté à ses publications intrigantes qu'il a récemment postées. C'est sur la page Facebook de Jazia, sa chaîne de télé disparue des ondes depuis août 2021, mais pas des radars numériques. Car si la chaîne a cessé d'émettre ses comptes, eux sont toujours bien vivants. Facebook, Twitter ou plutôt X, même YouTube, Jazia a quitté les écrans, mais pas la scène. Sur la page Facebook d'Ayoub, qui soit dit en passant, rassemble une sacrée communauté, une série de documents, a surgi comme un pavé dans la mare. Des pièces étonnantes, dérangeantes, assez pour me faire décrocher mon téléphone et l'appeler direct. Il fallait que je comprenne, que je creuse. Parce qu'au milieu du vacarme judiciaire, il y avait peut-être une version des faits qu'on refusait d'entendre. Celle d'un homme qui se dit victime. Et maintenant, eh bien, le vrai défi commence. Dans les prochains jours, on va tenter l'impossible, faire parler les autorités algériennes. Les forcer à sortir du silence, à se justifier, car ce récit officiel qu'ils nous servent, il cloche. Vraiment. Pourquoi autant de flou? Pourquoi ce verdict si brutal, ce scénario judiciaire si bancal, quelque chose ne tourne pas rond? Et ce quelque chose, on commence à le cerner. L'affaire de l'escroquerie immobilière jugée à Raïs, d'après les éléments en notre possession, ça sent l'opération bidon à plein nez. Des logements fantômes payés rubis sur l'ongle par des dizaines de citoyens via des crédits bancaires à l'AGB. Une banque qui, elle, voulait même se constituer partie civile, mais que les autorités algériennes ont purement et simplement écarté. Curieux, non? Alors oui, ils ont payé. En plusieurs fois par tranche, comme dans n'importe quel projet immobilier classique.
Sauf qu'ici, ce n'est pas un appartement qu'ils ont acheté, mais une illusion. Ni remboursement, ni remise des clés, ni même une brique pour faire semblant. Comme si un promoteur véreux avait vidé leurs poches et disparu dans la nature, ou plutôt à l'étranger en laissant derrière lui du vide. Mais voilà où ça devient étrange. Parce que pendant que la justice parle de logements fantômes sur la page Facebook de Juan, c'est tout l'inverse qu'on voit des immeubles bien réels, ceux de la cité Jum Jum Building. Ayoub y a balancé des clichés intérieurs et extérieurs avec localisation GPS via Google Maps, histoire de dire « Regardez, ils sont là en dur en béton et pas dans votre imagination ». Et vous pouvez aller vérifier vous-même, tout y est. Et le clou du spectacle, une vidéo. Une vraie publiée par Ayoub. Et là, c'est plus du doute, c'est du malaise. On y voit un agent immobilier en chair et en os qui fait visiter un appartement flambant neuf situé dans cette même promotion immobilière G-Building. Et il ne fait pas ça pour s'amuser, il le met en vente. Écoutez bien, AS400 immense placard intégré double vitrage avec volet roulant, climatisation, chauffage, centrale interphone, dernier cri et toilettes séparées. Voilà ce que décrit sans trembler l'agent immobilier dans la vidéo. On est loin du mirage ou du projet fictif, non. La visite, elle se passe à cheval entre deux communes quelque part, entre Bou Ismaïl et Koléa. C'est flou. Normal, le quartier est à cheval sur les deux. Certains immeubles dépendent de Koléa, d'autres relèvent de Bou Ismaïl. Bref, peu importe le nom sur le panneau, ce qui compte, c'est que les murs sont là en béton armé, pas en pixels. Et ce n'est pas un reportage monté de toutes pièces, non, c'est un agent immobilier bien réel, bien visible, qui dit clairement que l'appartement est disponible à la vente. Donc à ce moment-là, une question dérangeante s'impose. Comment peut-on encore affirmer que ces logements sont fictifs si ce ne sont pas des appartements? Alors, c'est quoi une hallucination collective, un décor de cinéma? Franchement, il faut choisir. Alors là, on touche un point brûlant, quelqu'un ment. Mais qui est-ce la justice qui maquille la réalité? Ou bien Ayoub? Essou qui joue la carte de la victimisation avec brio. Dans cette affaire, une seule chose est sûre, les deux versions ne peuvent pas coexister. Et ce n'est pas fini. Car Ayoub, sur sa fameuse page Facebook, n'a pas simplement publié des photos. Non, il a lâché des documents, oui, des papiers, en bonne et due forme, qui prétendent prouver que la société G-Building a été placée en liquidation judiciaire dès 2019 et qu'un liquidateur a officiellement été nommé pour en gérer les affaires. Ces documents ont l'air on ne peut plus officiels. Sous signature en tête, tout y est. De notre côté, on a lancé les démarches, nous avons sollicité Ayoub et ses avocats pour obtenir les originaux, les passer à la loupe, les faire authentifier. Attention, hein? Je ne dis pas que tout ce qu'Ayoub raconte est parole d'évangile. Mais tenez-vous bien parce que le pire n'a pas encore été dit. Ayoub ne s'est pas arrêté là. Ce qui m'a confié ensuite, c'est encore plus explosif. Et là, on ne parle plus d'anecdotes ou de détails flous, on entre dans le dur. Et pour ça, il va falloir enquêter. Sérieusement. Parce que ce qui arrive pourrait bien tout faire basculer. Mettons les choses au clair, une société placée en liquidation judiciaire, ça veut dire une chose très simple, elle est déclarée en faillite et c'est la justice qui reprend les commandes via un liquidateur. Et pourquoi ce scénario s'est enclenché? Parce qu'en 2019, Ayoub a quitté précipitamment l'Algérie. Menacé, traqué, ciblé par un appareil sécuritaire qui s'était lancé dans une chasse aux sorcières contre tous les hommes d'affaires liés de près ou de loin à l'ère Bouteflika. Et puisqu'il n'était plus aux manettes, c'est son frère Abkarim qui assurait la gestion de l'entreprise. C'est ça la réalité. Ayoub n'était même pas gérant au moment des faits. Pourtant, c'est lui que l'on traîne devant les tribunaux, c'est lui qui écope des peines les plus lourdes. Une mise en scène judiciaire, en tout cas, la logique a quitté la salle. Et là, on touche au cœur du problème. Pourquoi condamner un homme pour une gestion qu'il n'assurait même pas? Si vraiment il fallait pointer un responsable, c'était Abkarim, le gérant officiel. Sauf que si les documents publiés par Ayoub disent vrai, alors ni l'un ni l'autre n'auraient dû porter le chapeau. Car depuis 2019, toute l'affaire immobilière était entre les mains d'un liquidateur, pas des frères Essou. Et pourquoi tout ça? Parce qu'on parle d'une société qui, dès 2019, a été placée sous liquidation judiciaire. C'est Ayoub lui-même qui me l'a confirmé lors d'un appel où je l'ai cuisiné sur les détails. Il m'a dit
Oui, la boîte était foutue, on n'avait plus la main dessus, on était à l'étranger en cavale presque et c'est la justice qui a repris les rênes. Résultat, un liquidateur a été désigné. Et depuis ce moment-là, c'était à lui et à lui seul de gérer tous les litiges, de traiter avec les clients, de solder les comptes jusqu'en 2025. Et là, attention, Ayoub jure que la société G-Building n'a pas tout laissé en ruine. Selon lui, il restait dans les caisses l'équivalent de plus de 200 milliards de centimes planqués à la banque AGB. Autrement dit, on ne parle pas d'une coquille vide, mais d'une société en cessation d'activité avec des actifs bien réels. Ce n'est pas une liquidation façon plus rien à récupérer, c'est une faillite dans les règles avec de l'argent à redistribuer. Voilà où se situe la nuance clé. Quand une entreprise ferme boutique pour cause de faillite, c'est la justice qui nomme un liquidateur point. Une procédure classique, universelle, encadrée par le droit dans presque tous les pays du monde. Rien de révolutionnaire. Mais ici, on a l'impression que cette étape a été effacée comme si le liquidateur n'avait jamais existé. Alors que prévoit le scénario normalement quand une entreprise est mise en liquidation, c'est simple, le liquidateur prend les commandes, inventorie les avoirs et fait le ménage. Il récupère tout l'argent sur les comptes, le matériel, les actifs, les biens immobiliers. Et dans le cas de Jumeirah Building, on parle d'un programme immobilier de 375 logements. Pas exactement un petit chantier de quartier. Et tenez-vous bien, rien que sur le compte de l'AGB, la boîte avait encore 207 milliards de centimes. Oui, vous avez bien entendu. Des liquidités, des matériaux de construction, des équipements pour terminer les parties communes, bref de quoi finaliser ou indemniser. Ce n'est pas une coquille vide, c'est une entreprise qui a laissé un stock d'actifs à exploiter. Et là, on tombe dans l'absurde. Comment expliquer que malgré ces 207 milliards à disposition du liquidateur, on en soit arrivé à un verdict fracassant, tombé le 17 décembre, qui a envoyé toute une famille en prison. Même l'épouse d'Ayoub, qui n'avait strictement rien à voir avec G-Building, a été condamnée. Franchement, s'il y avait de quoi rembourser tout le monde, à quoi bon transformer ça en affaire criminelle? Un bon gestionnaire aurait réglé le problème, sans transformer la justice en rouleau compresseur. Alors là, accrochez-vous, les plaignants affirment avoir versé au total 179 milliards de centimes pour des logements qu'ils n'ont au final jamais vus. Mais dans les caisses de G-Building, on retrouve 207 milliards d'actifs. Vous voyez le calcul, il y avait largement de quoi rembourser tout le monde. Alors la question qui tue, pourquoi est-ce que personne n'a été remboursé? Où est passé ce liquidateur censé tout gérer mystère? Et ce n'est pas juste un détail balancé à la va-vite. Le beau-père d'Ayoub Bechermel a déclaré en pleine audience au tribunal de Raïs qu'une vingtaine d'appartements n'avaient pas pu être terminés. Pourquoi? À cause des tensions politiques de 2019, la pression, la répression, et le fait que la famille ait dû prendre la fuite. Ok, soit. Mais quand il y a de l'argent, il y a des solutions. On pouvait compenser, on pouvait indemniser. Et pour enfoncer le clou, écoutez ce que dit Moby, un autre témoin du dossier. L'argent était là, on aurait pu rembourser tout le monde, il n'y aurait même pas eu d'affaire. Tu verses de l'argent pour un appart, tu récupères ton fric, fin de l'histoire. Pas de drame, pas de tribunal. Franchement difficile de faire plus clair. Dernier clou dans le cercueil, plusieurs sources m'ont confirmé noir sur blanc que ces 207 milliards étaient bel et bien disponibles. Le liquidateur avait tous les leviers en main, les fonds, le cadre légal, le pouvoir de liquider les biens, de solder les dettes, d'indemniser les clients. Il aurait pu clore le dossier proprement, mais non. On a préféré sortir les menottes. Mais non, bien sûr que non, ça ne s'est pas passé comme ça. Ce n'est pas un bug de gestion des frères Zessou, mais bel et bien le liquidateur, celui désigné par la justice algérienne elle-même, qui aurait, selon les éléments, foiré sa mission. Alors soyons logiques, si quelqu'un doit rendre des comptes, c'est lui. Pas ceux qui, ironiquement, ont remis les clés du navire à la justice en déposant le bilan de manière formelle. Franchement, on marche sur la tête. Et attendez, c'est pas fini. J'ai eu une vraie discussion avec Ayoub. Je lui ai posé la question qui dérange, c'est quoi le vrai fond de l'affaire? Et là, il balance un truc lourd. Selon lui, il avait vendu plusieurs appartements à des figures très haut placées. Il me cite carrément la fille de Chadli, le fils de Dahou Kablia, ex-ministre de l'Intérieur, et même des proches de Cheb Benjedid, ancien président de la République. Oui, du très haut niveau. Et là, il lâche la bombe.
D'après Ayoub, les personnes qui ont porté plainte contre lui et ses associés ne sont pas de simples acheteurs lambda. Non. Il s'agirait d'un petit réseau, une quinzaine de salariés de l'opérateur Ooredoo. Et tous, sans exception, seraient liés d'amitié avec Mohamed Tebboune, le fils du président en poste, lui-même ancien cadre chez Ooredoo. Voilà, le décor est planté. Figurez-vous que d'après Ayoub, entre 2015 et 2016, un certain Mohamed Tebboune, oui, le fils du président lui-même, jouait les agents commerciaux de luxe. Il aurait orienté vers Ayoub tout un groupe de collègues des employés d'Ooredoo pour leur faire acheter des appartements dans sa résidence entre Bir Mourad Raïs et Hydra. Une belle promo, façon présidentielle. Mais attendez la suite. Toujours selon Ayoub, ce service n'était pas totalement désintéressé. En échange de cette petite faveur commerciale, Mohamed aurait exigé, tenez-vous bien, non pas 1 ni 2, mais 3 appartements gratuits, cadeaux, 0 dinar, juste comme ça. C'est Ayoub lui-même qui me l'a révélé hier, d'un ton amer mais ferme. Et vous imaginez la suite, Ayoub refuse net. Je ne suis pas assez naïf pour lui donner 3 biens de luxe. Sans un sou, m'a-t-il dit. Chaque appart dépasse largement le milliard de centimes. 3 unités, c'est pas un remerciement, c'est une razzia. Une réaction compréhensible. Alors pour calmer le jeu et montrer un minimum de gratitude, Ayoub raconte qu'il a quand même proposé un geste symbolique, un appartement cédé à un prix réduit presque symbolique, 500 millions de centimes, soit moitié prix. Mais apparemment, ce n'était pas suffisant pour monsieur le fils du président. À défaut de lui offrir un appartement tout frais payé, ce qui, soyons honnêtes, aurait été un cadeau royal. Ayoub propose une solution plus raisonnable. Il tend une perche à Mohamed Tebboune, le fils du président. Je te le cède à prix cassé. 500 millions de centimes, moins de la moitié de sa valeur réelle. Un geste symbolique. On est loin du jackpot, mais c'est quand même une sacrée ristourne. Mais la surprise, Mohamed refuse. Il boude. Et d'après Ayoub, c'est là que la relation se détériore. Une tension personnelle naît à ce moment-là entre celui qui pensait mériter 3 appartements pour avoir amené du monde et celui qui visiblement n'était pas prêt à distribuer ses biens comme des tracts électoraux. Résultat, une vieille rancune mal digérée. Et cette rancune aurait pris une autre tournure bien plus sérieuse. Car dans cette affaire, ce ne sont ni les autorités fiscales, ni le ministère des Finances, ni même la wilaya qui ont porté plainte. Non. Ce sont des particuliers, des individus liés à cette histoire qui ont saisi la justice. Aucune instance officielle ne s'est constituée partie civile, ce qui rend le dossier encore plus personnel. Ce qui frappe dans cette affaire, c'est qu'aucun organisme public, aucun ministère, aucune institution étatique ne s'est porté partie civile. Nada. Les plaintes. Elles viennent toutes d'un groupe bien précis, les anciens employés ou ex-cadres de l'opérateur téléphonique Ooredoo. Et devinez quoi? Ce sont exactement les mêmes profils que Mohamed Tebboune avait personnellement envoyé frapper à la porte de G-Building. Selon Ayoub, ce feuilleton judiciaire n'est rien d'autre qu'un règlement de compte. Une vengeance montée de toutes pièces par le fils du président vexé de s'être vu refuser 3 appartements gratuits. Une querelle vieille de 2015-2016 qui, toujours d'après lui, a dégénéré en offensive judiciaire coordonnée. Soyons clairs, les accusations qu'il balance sont lourdes, très lourdes. Mais attention qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne valide pas ces propos, je ne les prends pas pour parole d'évangile. Tout simplement parce qu'à ce stade, je n'ai aucun élément de preuve solide pour les confirmer. C'est précisément pour ça qu'on va creuser, aller au fond des choses, mettre ces déclarations à l'épreuve des faits. Et d'ailleurs, je profite de cette tribune pour lancer un appel direct à Mohamed Tebboune si ces accusations sont fausses, qu'il prenne la parole, qu'il vienne nous éclairer et rétablir sa version. La porte est ouverte. De son côté, Ayoubou campe sur ses positions. Il jure main sur le cœur que tout ce qu'il avance est l'exacte vérité. Je lui ai renouvelé ma demande des pièces, des preuves concrètes, des documents qui viendraient appuyer ses propos. Il m'a assuré au téléphone qu'il allait me transmettre tout ça sous peu. Si l'on suit son récit, alors toute cette affaire que les médias algériens ont montée en épingle comme le plus grand scandale immobilier du siècle ne serait en réalité qu'un règlement de compte personnel. Une vengeance soigneusement habillée en affaire judiciaire orchestrée par le fils de Tebboune, bien décidé à faire payer à Ayoub
un vieux contentieux. Encore une fois, ce scénario, aussi incroyable soit-il, reste tout à fait envisageable. On ne découvre plus rien, le système algérien, malheureusement, a souvent démontré à quel point la justice pouvait être détournée à des fins politiques. L'ingérence, on connaît. Mais tant qu'aucune preuve solide ne vient confirmer ce récit, je suis contraint de rester dans l'hypothèse. Le conditionnel s'impose. Cela dit, ne nous voilons pas la face, les accusations lancées ici sont d'une gravité extrême, et c'est précisément pour cela que nous allons mener notre enquête, fouiller, vérifier, creuser. On va tenter de contacter Mohamed Tebboune lui-même ou son entourage proche pour obtenir leur version des faits. Parce que face à de telles accusations, le silence n'est plus une option. Mais au-delà des conflits personnels et des accusations frontales, il y a un élément qui cloche, qui dépasse l'individu, la logique même de cette affaire judiciaire. Une entreprise déclarée en liquidation, un liquidateur en poste, des fonds encore présents. Et malgré ça, on parle de 179 milliards de centimes que les plaignants disent avoir perdus, alors que l'argent lui était bien là. Donc, pourquoi ce chaos judiciaire ? Pourquoi cette condamnation en bloc alors que les moyens de rembourser existaient clairement ? Deuxième anomalie majeure, les peines les plus lourdes ont été infligées à des personnes qui n'avaient même pas les rênes de l'entreprise. Mis à part Abdelkarim, le seul à occuper un rôle de gestion. Les autres, de simples actionnaires. Et le comble, c'est l'épouse d'Ayou. Elle n'a jamais détenu la moindre part dans G-Building. Pas une. Et pourtant, la voilà frappée d'un mandat d'arrêt international, condamnée à 15 ans de prison, comme si elle dirigeait un cartel. C'est à n'y rien comprendre. Alors oui, on peut se demander si les accusations d'Ayou contre Mohamed Tebboune ne méritent pas d'être prises au sérieux. Parce que ce qui s'abat sur sa famille, ce n'est pas de la justice, c'est une vendetta. Une justice transformée en arme. Une répression ciblée, méthodique, brutale et surtout ordonnée de tout en haut. Une machine judiciaire lancée à pleine vitesse, sans frein ni logique. On ne parle pas ici d'une affaire classique. Non, tout sonne faux. On vous raconte que les logements sont fictifs alors que des vidéos, des photos, des preuves visuelles pullulent en ligne. On accuse la société d'être mal gérée, mais c'est un non-sens total. Elle est entre les mains d'un liquidateur nommé par la justice elle-même depuis 2019. Qui gère mal, qui au juste ? On nous sert le refrain que les acheteurs floués n'ont jamais vu la couleur de leur argent. Certes, il est probable qu'une poignée d'entre eux n'ait jamais mis les pieds dans leur appartement. Mais soyons honnêtes, les moyens pour les compenser existaient bel et bien. L'argent ne manquait pas. Alors on se demande, pourquoi cette traque judiciaire qui frappe toute une famille ? Pourquoi choisir la voie du scandale de l'humiliation collective alors qu'une résolution digne et discrète aurait été parfaitement possible, simplement en indemnisant les victimes, et si tout cela n'était qu'un règlement de compte personnel, comme le prétend Ayoubou, serait-ce le fils Tebboune qui, vexé de ne pas avoir eu ses 3 appartements gratuits, aurait monté toute cette machine judiciaire par pure rancune ? La question se pose, et franchement, elle est loin d'être absurde. Il est temps qu'une enquête sérieuse s'en mêle. Nous allons nous lancer dans cette enquête avec une ligne de conduite claire, impartialité totale. Pas de drapeau pour Ayou, pas de bouclier pour Mohamed Tebboune. Mon camp, à moi, c'est celui de la vérité. Je n'ai qu'un seul objectif, que les Algériennes et les Algériens puissent enfin démêler le vrai du faux dans cette affaire nébuleuse. Et si au bout du compte, on découvre que la justice a été utilisée comme une arme au service de règlement de comptes politiques, alors ce serait une dérive grave, indéfendable et qu'il faudra dénoncer haut et fort.